Bonsoir à tous et bienvenue à la Nuit des idées en direct de Londres et surtout un grand bienvenue à tout ce public qui nous regarde, que ce soit des personnes anglaises, françaises, allemandes, chinoises, argentines. En effet, pour ce projet unique et mondial qu'est la Nuit des idées, avec 150 villes qui participent et 70 pays différents. Et cette année, nous avons vraiment un sujet extraordinaire qui considère comment est-ce que nous allons penser aux nouvelles façons d'être ensemble. Et ce soir, nous allons commencer par une discussion avec l'ambassadrice de France en Grande-Bretagne, Catherine Colonna, qui est avec moi, et qui va interviewer et avoir une discussion avec Philippe Sands. Philippe est un avocat, il est professeur de droit à l'Université College of London, UCL, président de l'English Pen, et ils vont tous les deux nous donner leur perspective franco-britannique sur ce que signifie dans les temps qui sont les nôtres être proches les uns des autres. Donc, je vous présente maintenant Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice et Philippe Sands. Bonsoir Philippe Sands. Bonsoir Madame l'ambassadrice, ravi d'être avec vous. On est très heureux de vous avoir avec nous en direct et en français. C'est un grand honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Je préfère même parler en français. C'est différent. Formidable. On est en plein confinement, loin les uns des autres. Alors cette année, la Nuit des idées nous invite à penser les nouvelles façons d'être ensemble, à trouver ce que veut dire être proche d'eux. Alors sans long préambule, je voudrais vous demander de qui vous vous sentez proche aujourd'hui et pourquoi? Je me sens très proche de mes proches, de ma femme Natalia, on est ensemble, de mes enfants qui sont dispersés, de mes parents qui sont à 1 ou 2 kilomètres de moi, ici à Londres. Mais il y a aussi toute une petite groupe d'amis qui jouent un rôle très important, qui sont à distance, en France, aux États-Unis, à Hong Kong, ailleurs. Et on a des événements réguliers avec eux. On dîne ensemble par Zoom. On a un festival de cinéma tous les dimanches soirs avec un écrivain libyen. Et c'est par ce voie qu'on a des liens et des contacts. C'est pas la même chose d'être ensemble en vrai, mais ça joue un rôle d'une très grande importance. On est à Londres. Le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne. Vous êtes britannique et français et européen. Et je voudrais vous interroger sur cette pluralité d'appartenance. Vous êtes même ce qu'on appelle un Européen convaincu et vous l'êtes à la fois par votre histoire personnelle et celle de votre famille. Tous ceux qui ont lu vos livres le savent. Et moi-même, je vous ai connu à travers votre œuvre avant de vous connaître ici. Et vous l'êtes aussi par votre combat d'avocat, de citoyen engagé pour le respect de la dignité de la personne humaine. Alors, vous dites souvent que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle n'apprend pas non plus, malheureusement. Et on peut aussi trouver des variations sur ce thème avec des analogies, comme vous l'avez fait, entre une partie de l'histoire du XXe siècle et l'attaque du Capitole à Washington, ou même se souvenir qu'il y a 60 ans à peine, hein, c'est peu, on érigeait un mur à Berlin. Le projet européen, est-ce que ça n'est pas une façon d'apprendre à dire « nous » sans que ce « nous » s'oppose forcément à d'autres? Le projet européen, institutionnel, juridique, une organisation, c'est plus que ça. Je dirais d'abord européen, après français, anglais, peut-être un peu autrichien, peut-être un peu polonais, peut-être même un peu ukrainien. Et c'est un projet d'une grande importance qui est issu des événements de 33-45. C'est une sorte de souvenir de ce dont est capable l'être humain. L'Union européenne nous rappelle ce que nous sommes capables de faire. Et on doit être très attentif. Ça, on le connaît à ce moment, la xénophobie, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme. On le voit, je pense, c'est un avis personnel, dans le Brexit, dans le
direction de M. Trump, Make America Great Again. Et il y a une autre possibilité, mais aussi c'est une possibilité difficile, et on le comprend quand on voit les gens qui arrivent en bateau de l'Afrique du Nord, et on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'êtes pas européen, on n'a pas de la place pour vous. Alors il y a une contradiction fondamentale, et c'est un projet à long terme. Finalement, nous sommes tous citoyens du monde entier, mais en ce moment, on gère ça autour des États et de la nationalité, des inventions, pas quelque chose de naturel, mais inventé. Mais c'est la réalité de la chose. Je voudrais rebondir sur l'actualité, puisque vous parlez des nationalismes et vous décrivez souvent leurs ravages, vous plaidez pour le dépassement des nationalismes. Que pensez-vous à cet égard des effets possibles de la crise sanitaire? Est-ce que, en germe, potentiellement, possiblement, cela peut nous amener vers un retour du nationalisme? On voit que c'est complexe avec le Covid, et ça pousse dans des sens différents. D'une côté, il y a une sorte de solidarité. Nous sommes tous êtres humains. On est tous touchés de même façon par ce virus, qu'on soit africain, asiatique, anglais, américain, français. On est tous des individus, des êtres humains. Mais par contre, on voit le jeu des vaccins qui se joue en ce moment. Qui peut être le premier à vacciner le plus, qui a inventé les vaccins, qui va avoir accès aux vaccins. J'ai parlé aujourd'hui avec le correspondant du BBC en Afrique du Sud qui m'a décrit dans des termes vraiment atroces comment il regarde les batailles entre l'Union européenne et les Britanniques sur qui va avoir d'abord les vaccins. Et nous, les Africains, et nous, en Amérique du Sud, qu'est-ce qui va nous devenir avec tout ça? Alors, on voit aussi que ça joue dans tous les sens différents. Il y a des aspects positifs, mais aussi néfastes. Je voudrais qu'on parle des libertés. Vous êtes, Marc le disait, vous êtes président de l'English Pen, qui fête ses 100 ans, d'ailleurs. Institution respectée ô combien, institution qui est à la pointe du combat juridique pour la défense de la liberté d'expression, avec son slogan Freedom to write, freedom to read, qui rappelle très bien que dans de nombreux endroits du monde, les libertés fondamentales sont relativisées, bafouées, niées, violées parfois. D'une façon générale, dans ce monde actuel un peu compliqué, comment évaluez-vous le niveau d'acceptation du principe même des libertés? Liberté en droit international, c'est vraiment tout récent. Encore une fois, on doit revenir à 1945, cette année remarquable, où on a inventé en droit international l'idée que l'État n'est pas tout puissant, que le roi, l'empereur, le président, il y a des limites en droit international. Les individus ont des droits, les groupes ont des droits, des termes comme droits de l'homme, crimes contre l'humanité, génocide, on les connaît tous maintenant, mais c'est inventé il y a 75 ans exactement. Paris a joué un rôle très important au Palais de Chaillot, et c'est clair qu'en ce moment, ces libertés d'expression et d'autres sont attaquées un peu partout au moment de difficultés. Mais pour moi, je suis plutôt optimiste au long terme. C'est 2 pas en avant, un pas en arrière, un pas à côté, encore un pas en avant, etc., etc. On doit défendre les libertés qu'on a obtenues en 1945, les droits de l'homme, mais c'est pas simple et il y aura des moments difficiles, et en ce moment, c'est clairement un moment difficile. On le voit dans plein de pays et on le voit aussi avec le Covid, et les pays traitent tout ça de façon différente. Est-ce que la liberté d'expression permet de tout dire? Je vous dis pourquoi je vous pose la question. En 2020, la France a été victime du terrorisme, comme tant d'autres pays. Est-ce que la liberté d'expression permet de tout dire? Et je ne pense pas seulement à la propagande terroriste, au contenu haineux, mais je pense tout simplement aux mensonges, à ces vérités parallèles qui fleurissent.
on a compris. Moi, je suis plutôt partisan pour une liberté d'expression plutôt absolue, pas totalement absolue. Une liberté d'expression qui incite la violence, ça non. Mais à part ça, par exemple, ça va vous étonner, je suis contre les règlements qui disent qu'on on ne peut pas nier le Shoah, le Holocauste. Parce que pour moi, quand on criminalise ce genre d'expression, ça disparaît pas, ça part dans des lieux où on voit pas exactement ce qui se passe. Alors pour moi, réglementation, oui, mais minimum, plutôt, on doit avoir une ouverture d'esprit. Mais on arrive maintenant sûrement à des problèmes. On l'a vu récemment aux États-Unis avec le compte de M. Trump, l'utilisation de Twitter, en fait, pour inciter des choses, peut-être même la violence. Et c'est clair qu'il y a des limites, mais les personnes raisonnables peuvent être en désaccord où exactement mettre la ligne de ce qui passe et ce qui ne passe pas. Et ça, c'est la complexité de la chose. Une dernière question peut-être, puisque vous êtes à la fois écrivain et avocat international de renom. Et comme avocat, vous avez participé à la plupart des grands procès internationaux ces dernières années sur l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, l'Irak ou le Myanmar. Et vous avez été d'ailleurs l'un des très rares invités aux cérémonies d'anniversaire du procès de Nuremberg. Comme écrivain, vous ne cessez de vous pencher sur la Seconde Guerre mondiale et sur les choix fondamentaux qui s'offrent aux individus. Donc vous avez à la fois une vision horizontale, si je puis dire, avec les questions internationales, et une vision verticale grâce à l'histoire. Qu'est-ce que cette double vision, ce double regard vous permet de voir sur l'état de notre monde aujourd'hui? Est-ce que les années 20 de ce siècle vont être meilleures que les années 20 du précédent? On l'espère. C'est une grande question, Madame l'ambassadrice. Je suis, comme vous le savez peut-être, plutôt optimiste dans la perspective de l'être humain, mais on est rassemblés ce soir pour la nuit des idées. Et une chose me paraît très importante, c'est de savoir et de reconnaître que les idées sont vraiment importantes, surtout dans les moments de difficulté. Je me penche sur le moment en 44, 45, un moment de difficulté énorme où deux hommes, deux juristes internationaux, de Polonais, un qui vivait aux États-Unis, un qui vivait au Royaume-Uni, ont inventé des nouveaux termes, crime contre l'humanité et génocide, dans des moments de difficulté maximum. Et ces idées ont grandi et on vit avec ces idées et les conséquences de ces idées aujourd'hui. Alors, le plus important pour moi, c'est dans ces jours si difficiles de nationalisme, de problèmes économiques, de réfugiés, de Covid, on doit toujours pencher sur ce qui peut marcher, inventer, réfléchir, les idées, les idées, les idées. Merci infiniment, Philippe Sands, pour ce beau message de lucidité et d'optimisme à la fois. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. À très bientôt. À très bientôt, j'espère.